Bonjour, je suis Ed Labrousse, donc directeur de la Nacelle, scène conventionnelle à Bergenville, dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Une scène conventionnelle avec une convention qui a un petit peu évolué. On est conventionné pour un axe scène et littérature désormais, qui est plutôt passionnant. J'ai rencontré le doc de N-Group, ils vous expliqueront peut-être pourquoi ça s'appelle comme ça, l'année dernière, quand ils ont présenté à la Talente à Paris un spectacle qui s'appelle Top Girls, d'un auteur anglais, d'une autrice anglaise qui est Carrie Churchill. C'est un texte que j'ai trouvé magnifique. J'ai été assez sensible à la façon dont la compagnie s'en était emparée avec un esprit de troupe, beaucoup de précision, beaucoup de vigueur et de sensibilité. Donc voilà, du coup j'ai un petit peu suivi l'évolution de cette compagnie qui l'an dernier aussi s'est lancée dans des trucs un peu fous. Puis ils ont fait 2 créations de suite après avoir eu cette exploitation de Top Girls à Paris. Ils ont joué, alors tu vas mettre dans Peggy Pickett voit la face de Dieu, qui a été créé à la ferme de Belle-et-Bas à Guyancourt dans les Yvelines aussi, et dans Les Veines ralenties d'après Bergman. Voilà. Donc il y a eu deux créations nouvelles l'an dernier. Et voilà, ce désir d'accompagner l'équipe qui, cette année, est en résidence donc, à la Nacelle, avec laquelle donc, nous menons un travail de territoire assez important, beaucoup d'ateliers ici et là, et notamment une résidence en milieu scolaire, résidence territoriale d'artistes en milieu scolaire. Et elles sont implantées dans un collège de Rosny-sur-Seine, avec un travail de fond, avec beaucoup d'élèves, de ce collège, mais aussi des établissements alentours. Elle travaille notamment sur une adaptation de La pluie d'été de Marguerite Duras qui va être créée pour la salle de classe. Voilà, ça sera en mars. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Il y a notamment un spectacle qui devrait être créé en piscine. Voilà, il y a plein de folie dans cette aventure avec cette équipe qui est aussi en résidence à l'Aquarium, puisque Aurélie est artiste associée à l'Aquarium pour 3 ans. Voilà. Dans cette folie, effectivement, il y a eu le désir de la compagnie de s'attaquer donc à Angels in America. Alors tout à l'heure, Philippe, tu parlais du format idéal d'1h10. Donc là, on va être dans tout à fait autre chose, puisque, je ne sais pas si vous connaissez, ce texte de Tony Kushner, qui est un beau pavé. Le spectacle va durer 4h30, 5h. Donc bon courage, les programmateurs sont invités à se positionner tout de suite. Il y a une vingtaine ou une trentaine de personnages, 11 personnes en tournée, un plateau énorme. Voilà, ils se sont facilité la vie pour ce nouveau projet, qui est donc qu'on pourra qualifier d'ambitieux, assez passionnant. Alors je suppose qu'Aurélie vous parlera de ce texte de Tony Kushner que vous connaissez peut-être, qui a donné lieu notamment à une série. Ça fonctionne vraiment avec Al Pacino. Voilà. Ça fonctionne vraiment comme une série avec des personnages récurrents et ça parle de l'arrivée du sida dans les années 80 à New York. Un texte assez passionnant dont on peut souhaiter, espérer et croire qu'elles vont faire un beau travail autour. Voilà, un dernier mot peut-être. Comme je l'avais déjà dit, ici il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est un projet compliqué à défendre évidemment, et je suppose qu'elles sont très heureuses d'être ici pour le faire, mais qui va être viable puisqu'il y aura une série à l'Aquarium, il y aura quelques étapes dans les Yvelines, donc où la compagnie est aussi bien implantée. Et puis, donc la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement hier, il y a eu une réunion compliquée du groupe des 20 théâtres en Ile-de-France, dont je fais partie, et le projet sera coproduit par le groupe des 20, avec, je suppose, quelques dates, et donc une coproduction, ce qui va permettre à ce projet, donc très complexe à défendre, très ambitieux, de vivre une belle vie, on l'espère. Et peut-être un dernier point pour vous dire que si Aurélie s'engage dans des choses comme ça, c'est peut-être parce qu'elle est marathonienne. À chaque fois, je le dis, parce que quand même, ça me fascine complètement. Donc voilà, 5 heures de spectacle, 42 km, bon courage. Merci. Donc il a bien commencé à présenter le projet. Donc moi je suis Aurélie Vandendal, la metteur en scène, et je suis venue aujourd'hui avec 2 des acteurs, donc des 8, qui joueront Angels in America de Tony Kushner. Et aujourd'hui ils vont lire et puis jouer des extraits du spectacle, en sachant que bien sûr normalement la distribution est beaucoup plus importante. Et puis pour présenter le travail de la compagnie qui est assez visuel, on vous propose de regarder un teaser de quelques minutes et puis après on continuera.
du coup, les images que vous venez de voir, c'est le fruit d'une collaboration avec le collectif InVivo, qui sont 3 personnes qui m'accompagnent dans la création des dispositifs scéniques, donc lumière, vidéo et son et scénographie. Et c'est vraiment important pour nous de montrer ça parce que c'est une des caractéristiques de notre travail, c'est vraiment cette écriture conjointe. C'est-à-dire que quand on travaille dès le départ avec les acteurs au plateau, il y a l'équipe d'InVivo qui est là et qui fait des propositions en vidéo, en lumière, en son. Et c'est ça qui permet de faire émerger et le sens et la dimension esthétique que nous on cherche et qui nous est chère. Et au Duck Done Group, donc notre axe, c'est vraiment de travailler sur les écritures contemporaines. Et donc la prochaine création, c'est Angels in America. Donc, est-ce que c'est contemporain ou pas? Parce que la pièce, elle a été écrite en 1987 et c'est vrai que c'est un moment qui est très peu traité au théâtre. On peut monter des classiques, on peut monter des pièces contemporaines très en prise avec la réalité, mais au milieu, il y a cette espèce de trou noir qui est très peu monté. Et en réalité, en fait, moi, c'est vraiment précisément parce que ça traite de ça, des années 80, de notre passé immédiat, que ça m'intéresse de le monter. Parce qu'il ne s'agit pas de raconter les années 80, la pièce ne raconte pas les années 80, vraiment elle les transfigure, elle les déréalise et elle en fait une sorte de fresque humaine et de légende de notre monde à nous aujourd'hui. Donc c'est pas du théâtre pour aujourd'hui, c'est vraiment du théâtre d'aujourd'hui fait avec hier, avec cette histoire-là. Et aujourd'hui, dans les temps actuels, il me semble que c'est d'autant plus important de faire des mises en perspective et de ne pas montrer justement des événements séparés. Donc la pièce, elle se passe en 1985 à New York et au moment où le sida fait disparaître des gens de manière massive et inquiétante, et elle s'ouvre sur le prêche d'un rabbin qui discourt sur sa génération de juifs émigrés qui ont fait un grand voyage, qui sont arrivés en Amérique, le melting pot où rien ne se mélange, et sur un peu ce que pourront faire les jeunes générations. Et puis très vite, le discours du rabbin est mis en parallèle avec 2 couples qui sont en proie à un intense moment de crise. Donc il y a un couple qui est Harper et Joe, qui est un couple de mormons, donc il n'y a pas beaucoup ça ici, mais ça existe, qui ont une sexualité un peu incertaine. Donc lui, il est en train de découvrir son homosexualité et elle est accro au Valium. Et ils vont faire l'expérience de leur relation aux prises avec le temps. Et puis il y a un autre couple, Prior et Louis, qui sont un couple d'homosexuels amoureux. Et quand s'ouvre la pièce, Prior annonce à Louis qu'il est malade et qu'il a le sida. Et la maladie va complètement les séparer, puisque Louis ne va pas supporter cette maladie et va abandonner son compagnon. Et Prior, à travers la maladie, va faire l'expérience d'un nouveau monde fait d'hallucinations et de voyages mystiques. Oh, je sens que ça va être encore pire que ce que j'avais prévu. Salut. Je t'emmerde, sale con. Si c'est pour me taper dessus, pas la peine de te fatiguer. Je fais ça très bien tout seul, je t'assure. Je ne vois pas de traces de bleu. À l'intérieur? Oh, quelle classe, à l'intérieur. Tu te flattes, Louis. Bien, c'est toi qui m'as fait venir, je t'écoute. Je suis content de te revoir. Tu m'as manqué. Je t'écoute. Je veux essayer de réparer. De réparer. Oui, mais... Ah. Mais tu es tout de suite négatif. Je fais des efforts pour trouver une solution. Tu ne crois pas que ça mérite un peu d'encouragement? Peut-être que ce que j'ai fait n'est pas pardonnable, non, mais... en effet, ça ne l'est pas. Mais... je fais tout ce que je peux pour être responsable. Prior, je ne peux pas faire plus. J'ai mes limites. Il faut être raisonnable. Tu disais quelque chose à propos d'être raisonnable? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Oui, je sais. J'ai merdé sur toute la ligne. C'est ma faute, c'est clair. Mais peut-être que toi aussi, tu as merdé. Tu ne m'as jamais fait confiance. Tu ne m'as jamais laissé la possibilité de trouver mes marques. Pas vraiment. Tu étais tout le temps là, prêt à bondir et... c'est comme si tu étais toujours dans une position de pure victime, finalement. Passif, dépendant. Et je crois, ce que je crois, c'est que les gens, d'une manière ou d'une autre, choisissent toujours la façon dont... Tu veux revenir, pourquoi? Pénitence, expiation? Je n'ai pas dit que je voulais revenir. Ah. En effet. Je ne pourrais pas revenir, tout recommencer. Je crois que ça serait exactement pareil. Tu vois quelqu'un d'autre? Hein? Non. Si. Je te dis que non.
Enfin, de temps en temps, c'est juste une rencontre. Comment est-ce que tu... Lueur d'illumination. Maintenant, demande-moi comment je sais qu'il est mormon. Il est mormon, oui ou non? Alors, bon Dieu, demande-moi comment je le sais. Comment? Je t'emmerde, je suis un prophète raisonnable, des limites. Dis ça à mes poumons, imbécile. Dis ça à mes lésions, dis ça au voile que j'ai devant les yeux. Ria, je ne l'ai pas vu depuis des jours. Je m'en vais, il y a pour moi aussi, il y a des limites. Tu pleures, mais on sent que rien n'est vraiment entamé au fond de toi quand tu pleures. Ce ne sont pas des larmes que tu verses, c'est l'idée des larmes. Pareil pour l'idée de l'amour. Et à côté de ce monde des amants, il y a le monde du pouvoir politique américain. Donc c'est dans les années 80, c'est les années Reagan, donc un monde ultra conservateur qui tente de restaurer les valeurs de l'ordre familial. Et du coup, dans ce monde-là, il y a le personnage de Roy Cohn qui est inspiré d'un personnage historique qui a réellement existé. Donc Roy Cohn, c'est un personnage très ambigu, qui était homosexuel et homophobe, et qui était lié au macartisme, et qui a envoyé les époux Rosenberg à la chaise électrique. Et l'une des scènes emblématiques de la pièce, c'est le moment où ce personnage, Roy Cohn, il apprend qu'il a le sida. Et on voit bien à ce moment-là que la pièce, elle n'est pas seulement contextuelle, mais aussi universelle, parce qu'elle traite à la fois de cette révélation de la maladie, dans ce contexte du sida méconnu, mais aussi elle parle de la déchéance d'un homme de pouvoir face à ce qui nous attend tous. Et du coup, cette scène-là, elle va être interprétée par Antoine, qui jouera Roy Cohn dans la pièce, et par Julie, qui jouera le médecin, conformément au didascalie de Tony Kushner, qui distribue donc des rôles d'hommes à des actrices de femmes, et inversement. Personne ne sait d'où ça vient. Personne ne sait comment ça se soigne. La théorie la plus sérieuse met en cause un rétrovirus, le virus immunodéficitaire humain. Sa présence est révélée par l'apparition d'anticorps inopérants qui surgissent en réaction à sa présence dans le sang, par une coupure ou par un orifice. Ces anticorps sont impuissants à défendre l'organisme contre ce virus. Pourquoi, on ne sait pas. Le système de défense immunitaire cesse de fonctionner. Ce qui est sûr, c'est qu'il le rend perméable à une multitude d'infections microbiennes contre lesquelles il sait habituellement se défendre. Le sarcome de Kaposi, par exemple. Ces lésions, ou ton problème de gorge, ou les ganglions. On pense que le virus a aussi le pouvoir de se glisser jusqu'au cerveau à travers la barrière ménagée, ce qui n'est évidemment pas une nouvelle très rassurante. On ne sait pas dans quelle proportion, mais chez les gens qui n'ont plus de défense immunitaire, le virus est mortel. C'est très intéressant, monsieur le grand sorcier, mais enfin pourquoi, putain, tu me racontes tout ça? Parce que je viens à l'instant de faire un prélèvement sur l'une de ces 3 lésions et que les résultats de la biopsie diront probablement qu'il s'agit d'un sarcome de Kaposi. Et aussi parce que tu as des ganglions très gonflés, au cou, à l'aine, sous les aisselles. La lymphadénopathie est un autre signe. Et tu as une candidose dans la bouche, et peut-être encore plus de mycose sous les ongles de la main droite. Voilà pourquoi. Cette maladie, Syndrome. si tu veux, elle frappe essentiellement les homosexuels et les drogués. Essentiellement. Et les hémophiles aussi sont un groupe. Des homosexuels et des drogués. Alors, Henri, comment peux-tu penser, imaginer que je pourrais... Qu'est-ce que tu imagines, Henri? Roy, Je ne suis pas un drogué. Oh, arrête, Roy. Quoi? Arrête, Roy, arrête, Roy. Alors comme ça, Henri, tu me prends pour un junkie? Est-ce que tu vois des marques? C'est idiot. Dis-le. Dire quoi? Roy Cohn, vous êtes un... Roy? Vous êtes un... Vas-y. Pas Roy Cohn, vous êtes un toxicomane, non. Roy Marcus Cohn, vous êtes un... Allez, Henri. Ça commence par un H. Non, je ne vais pas. Par un H, Henri. Et ce n'est pas hémophile.
Vas-y. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Roy? Non, dis-le, dis ça, dis. Roy Cohn, vous êtes un homosexuel. Et je m'emploie systématiquement à détruire ta réputation, à briser ta carrière et à te rendre impossible tout exercice dans l'État de New York, Henry. Et tu sais que je peux le faire. Roy, tu viens me voir depuis plus de 20 ans. À part les liftings, je t'ai soigné pour tout, de la syphilis. Oh, c'était une pute, à Dallas. De la syphilis aux abcès vénériens dans le rectum. Ah, tu t'es peut-être fait refiler ça par une pute à Dallas, mais c'était pas par une pute femelle. Alors, dis-le. Roy Cohn, tu es... Tu as eu des relations sexuelles avec des hommes et à de nombreuses reprises, Roy. Et l'un d'eux, ou quelques-uns d'entre eux, t'ont rendu très malade. Tu as le sida. Le sida. Ton problème, Henry, c'est que tu t'accroches aux étiquettes, aux mots. Tu crois qu'ils disent ce qu'ils ont l'air de dire. Homosexuel, gay, lesbienne, sida. Tu penses que ces mots te disent avec qui quelqu'un couche, mais ils ne disent pas ça. Non. Non. Comme toutes les étiquettes, ces mots disent une chose, et une chose seulement. La place que tu occupes dans la grande chaîne alimentaire, dans le jeu du qui bouffe qui, pas l'idéologie, pas les préférences sexuelles, non, mais une chose éminemment plus simple. Ton poids social. Pas qui je baise ou qui me baise. Mais qui prend le téléphone quand j'appelle? Qui me doit quelques petites faveurs? C'est à ça que servent les étiquettes. Maintenant, pour celui qui ne comprend pas ça, je suis un homosexuel parce que je couche avec des hommes. Mais c'est une erreur totale. Les homosexuels ne sont pas des hommes qui couchent avec d'autres hommes. Les homosexuels sont des hommes qui, en 15 ans de procédure, n'ont même pas été foutus d'obtenir du conseil municipal le moindre petit arrêté antidiscriminatoire de rien du tout. Les homosexuels sont des hommes qui ne connaissent personne et que personne ne connaît, qui pèsent zéro. C'est moi ça, Henri? Non. Ah, c'est pas moi. Moi, j'ai du poids, et pas qu'un peu. Tu sais que je peux faire un simple numéro et tu sais qui j'aurai au bout du fil? Le président. Non, mieux que ça, sa femme. Tu m'impressionnes. Je ne cherche pas à t'impressionner. Je cherche à te faire comprendre. Et ce n'est pas de la sophistique, et ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la réalité. Je fais l'amour avec des hommes. Mais à la grande différence de la plupart des autres hommes dans le même cas, moi, le type que je baise, je l'emmène à la Maison Blanche et le président lui sourit et lui serre la main parce que ce que je suis est entièrement défini par qui je suis. Roy Cohn n'est pas un homosexuel. Roy Cohn est un hétérosexuel qui s'envoie en l'air avec des mecs. Ok, Roy. Bon. Alors maintenant, quel est le diagnostic, Henri? Tu as le sida, Roy. Non, non, Henri, non. Le sida, c'est ce que les homosexuels ont. Moi, j'ai le cancer du foie. Écoute, je me fous de savoir ce que tu as ou non, Roy, mais c'est très grave. Et je n'ai pas le moindre médicament à te donner. À l'hôpital de Bethesda, ils expérimentent un nouveau médicament, la ZT. Et il y a une liste d'attente de 2 ans et je ne peux même pas t'y inscrire. Alors, saute sur le téléphone, Roy, compose le numéro et dis à la femme du président qu'il faut absolument qu'on t'accepte pour expérimenter le nouveau traitement contre le cancer du foie. Parce que tu peux bien appeler ça comme tu voudras, Roy. Mais tout ça se résume à une seule chose. C'est que c'est une très mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo de la maquette de la CEMO, s'il vous plaît? Alors,
Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir derrière, sur la maquette, on avait fait une petite maquette justement pour le groupe des vins et qu'on avait éclairé vidéo projetée, et ça montre juste un peu quelques pistes de nos recherches, parce que l'un des enjeux de la pièce, c'est de rendre possible en fait la multiplicité des lieux que l'œuvre convoque, parce qu'il y a énormément d'intérieur, d'extérieur, il y a les appartements des protagonistes, le bureau du médecin, la cour. Et du coup, pour ça, et pour échapper au réalisme vers lequel la pièce peut tendre et qui ne nous semble pas, en tout cas, la piste qu'on veut exploiter, on a envie de créer un espace, alors qu'on aime bien appeler espace hétérotopique, selon le concept de Michel Foucault, qui veut dire que c'est un espace qui contient d'autres espaces. Et puis après, donc on va travailler avec des matières polysémiques pour essayer de convoquer les différents univers qui sont dans la pièce, l'univers hygiéniste et du monde médical, avec la maladie qui est très présente dans la pièce, mais aussi un univers baroque et décalé avec les hallucinations des personnages et les voyages imaginaires qu'ils font. Et puis on a aussi envie de travailler sur l'univers de la série, donc une série de tables au plateau, une série de lits, une série de lavabos, parce que c'est l'un des axes de la pièce qui me semble intéressant, c'est-à-dire parmi la multitude, la série, qui est-ce que nous sommes, nous, individus? Parce que dès le départ de la pièce, Tony Kushner, il caractérise de manière très forte les personnages. Donc ils sont noirs, homosexuels, malades du sida, ils sont religieux ou toxicomanes. Et en fait, il décrit le chemin de ces personnages vers eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans cette ère très spéciale, où en tout cas les minorités font peur, où les majorités sont hésitantes et troublées, et où vraiment les fondamentalismes réémergent, il me semble beau de donner à voir justement le particularisme de ces personnages et le chemin vers eux-mêmes. Comme ce que je disais tout à l'heure, le couple Harper et Joe, qui est un couple fragilisé. Nous devrions prier, demander à Dieu de nous venir en aide, lui demander ensemble. Dieu ne voudra pas me parler. Pour que des gens parlent avec moi, je dois les inventer. Demande-lui encore. J'ai oublié la question. Ah si. Dieu, est-ce que mon mari est pédé? Arrête. Je te préviens. Qu'est-ce que ça change? Qu'une part de moi profondément enfouie puisse être mauvaise ou laide, qu'est-ce que ça fait du moment que je me suis battu de toutes mes forces pour la tuer? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Harper? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Dieu m'est témoin. Il n'y a plus rien, je suis une coquille vide, il n'y a plus rien à tuer. Tant que ma conduite est comme je sais qu'elle doit être convenable, honnête, cela suffit au regard de Dieu. Non. Non, pas ça. Ça, c'est la langue de bois mormon, le discours maison. Je ne supporte pas ça. Joe, dis-le-moi. Dis-le. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis quelqu'un de bien, qui a travaillé très dur pour le devenir. Et ça, tu veux le détruire. Tu veux me détruire, Harper. Mais je ne te laisserai pas faire. Je vais avoir un bébé. Non, menteuse. C'est toi le menteur. Un bébé, shooté au Valium à sa naissance. Un bébé qui ne rêve pas mais qui hallucine, qui nous dévisage de ses grands yeux candides et qui ne sait pas qui nous sommes. Tu es vraiment? Non. Si. Non. Si. Ne me touche pas. Maintenant, nous avons chacun un secret. Et la force théâtrale de Tony Kushner, c'est la multiplicité des registres qu'il y a dans la pièce. Parce qu'il passe vraiment de l'épique au réalisme, de la tragédie au comique. Et donc c'est cette variété de registres qui est extrêmement riche, qui donne une pièce qui est drôle, qui est émouvante, qui est généreuse et qui parle, qui brasse un nombre de thèmes vraiment inédits. Et puis, formellement, il s'amuse beaucoup. Parfois, il crée des scènes qui sont en alternance et qui vont se rejoindre jusqu'à être totalement imbriquées. Et puis, il y a une dimension... Ah oui, non, je voulais vous lire un petit truc du Canard enchaîné, qui avait dit ça à la création en France en 1994. Ils avaient écrit ça. Un triomphe aux États-Unis, ici, c'est décrié. Forcément, il y a des personnages, des situations, une peinture au vitriol de la société, des dialogues fulgurants, un souffle d'enfer. De quoi faire de cette pièce la révélation du festival, ce qu'elle est en effet. Impardonnable, n'est-ce pas? Des choses pareilles pourraient réconcilier le public avec le théâtre. Les élites ont horreur de cette promiscuité-là. Et pour finir, je vous dirais juste un petit mot sur une dimension particulière du projet, qui est la dimension fantastique,
puisque comme le titre l'indique, Angels in America, il y a la présence d'anges qui traversent la pièce, et notamment un ange qui est Lee Prior, qu'on a vu tout à l'heure, comme prophète d'un Occident mal portant. Et cette dimension est très excitante. Comment la traiter? Comment traiter des apparitions au plateau? Pour moi, elles sont éminemment concrètes. Les anges, c'est la part de nous-mêmes qui est face à la maladie et qui peut être désespérée et seule. Et ce sera aussi concret qu'une averse ou qu'un clochard qui prophétise dans la rue. Et puis, donc, on va vous lire juste un dernier petit bout de dialogue sur cette dimension des anges. J'attends toujours ma bénédiction, même malade. Je veux vivre. Tu crois que tu veux? La vie n'est chez toi qu'une habitude. Tu n'as pas vu ce qui vient. Nous, si. Ce que réserve le funeste décompte des jours à venir qui seront les derniers, nul ne peut souhaiter les connaître. Ni toi, ni personne. Des morts, tant et tant que le ciel n'aura jamais assez de larmes pour les pleurer. La lente dissolution du grand dessein, le démantèlement de l'œuvre d'éternité, le monde et sa belle logique élémentaire, liquidé. Tout mort, à jamais, sous la lune solitaire d'une nuit de marbre sans étoiles. Nous coulons, nous sombrons, terre et anges, corps et biens. Lève les yeux. Lève les yeux, voici venu le temps du désêtre. Oh, comment peut-on demander la bénédiction des anges quand l'apocalypse est si proche? Comment peut-on réclamer encore de la vie quand la mort bienveillante pose son noir bouclier sur nos yeux pour protéger nos âmes de plus d'horreur qu'elles ne peuvent supporter? Heureux qui s'avancent vers la mort, avant l'aube de ce dernier jour redoutable, quand dans l'éclat irradiant d'un soleil impitoyable, les cendres ardentes de vos destructions retomberont sur vous pour vous réduire en cendres. Quand les corps ne seront plus que brûlure, quand la peau partira en lambeaux, et que toute vie sera calcinée sous la lumière de ce matin, quand la vague immense d'un feu protéiforme déferlera sur toute la planète et que la Terre sera définitivement nettoyée. Ça m'empêche. Ça m'empêche. Bénissez-moi quand même. Je veux encore de la vie. Donnez-moi en trop. Je n'y peux rien, c'est comme ça. J'ai vécu des moments épouvantables. D'autres en vivent de bien pire. Mais, vous les voyez, ils vivent malgré tout quand leur vie se réduirait à un souffle, quand leur peau ne serait plus qu'une plaie, quand ils seraient brûlés dans des douleurs atroces, quand les mouches viendraient pondre dans les yeux de leurs enfants. Ils vivent. La mort, normalement, ça doit tuer la vie. Alors, peut-être que c'est purement animal, peut-être qu'il serait beaucoup plus courageux de mourir. Peut-être que la vie n'est qu'une habitude, mais c'est là. Chez moi aussi, je suis pathologiquement attaché à la vie. Il se peut que nous soyons tous des drogués de la vie. Nous vivons par-delà tout espoir. Alors, si j'arrive à grappiller un peu d'espoir ici et là, c'est bon. Que puis-je espérer de plus? C'est très peu, très loin du contraire, insatisfaisant, mais bénissez-moi quand même. Je veux de la vie. Encore. Et si Dieu revient, traînez-le en justice. Il nous a laissé tomber. Il doit payer. Merci beaucoup. Bon, on prend quand même deux minutes. Finalement, on est largement au-delà du temps. Je crois que c'est le parrain qui a beaucoup parlé. Question quand même, parce que finalement c'est partie du jeu quand même. Assez précise du projet. Hein. Simplement le nom de la compagnie.
Ça veut dire, c'est un nom flamand, parce que c'est un flamand nous donne une inspiration pour nous. Ça veut dire faire du bien à quelqu'un. Évidemment. Et finalement, ça va vraiment durer 4-5 heures? Alors, c'est 2 parties. C'est créé partie 1, partie 2 et version intégrale. D'accord. Voilà, donc c'est important à dire. ça dure, je ne sais pas si ça dure 4h30 ou pas, mais en tout cas, les 2 parties séparément, ça dure 2 heures chacune. Et il y a la version intégrale avec le D'accord. 11 personnages, j'ai bien compris. 11 personnes en tournée. 11 personnes en tournée. Et plus de personnages, il y a beaucoup de personnages. D'accord. Quelle questions? Si vous voulez découvrir le travail de la compagnie, enfin c'est pas tout ça effectivement, mais ils jouent ce vendredi à la nacelle Top Girls, leur temps zéro si j'ai bien compris. Ça se joue vendredi à 21h à Aubergenville. Par ailleurs, ils étaient à l'aquarium. Ah, c'est croisé à l'aquarium. Est-ce qu'il y a une question encore? Pas certes, pour des questions, c'est bien. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de questions, finalement, plutôt intéressantes, voire inhabituelles. Donc, non? Écoutez, merci.